Circulation difficile ce week-end sur tout le réseau routier. Les uns s'en vont, les autres rentrent. Ralentissement garanti un peu partout et à toute heure. Alors que la France organise au Liban sa plus grosse opération d'évacuation, une de nos équipes a pu suivre un convoi humanitaire près de la ville de Tyr au sud Liban, un convoi sous les bombes. L'Américain Floyd Landis dément s'être dopé. En revanche, il explique qu'il s'est saoulé la veille du contrôle. Un lendemain de cuite qui lui a bien réussi et une explication qui a de quoi laisser perplexe. Réunion des vieux gréments dans le port de Douarnenez. 100 000 visiteurs attendus ce week-end pour un rassemblement qui a lieu tous les 2 ans. Dans 1 heure, les Stones seront en concert au Stade de France. 80 000 spectateurs qui pour la plupart sont déjà installés. Pas question d'arriver en retard. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le week-end où il ne faut pas être sur les routes. Ralentissement, embouteillage, bouchons, accordéon, route noire ou rouge, avec dès aujourd'hui un pic de 150 km d'embouteillage en Rhône-Alpes. Il faut dire que c'est dans le sens des départs que la circulation routière avait prévu le plus de difficultés. Vérification en Ile-de-France, Julia Delage et Guillaume Viard. Courageux ou entêtés, ils n'ont pas écouté Bison Futé. Mais ils s'en sortent plutôt bien. Aujourd'hui sur la 6, les bouchons sont plutôt rares entre Paris et Lyon. Aux aires de repos, de toute façon, les vacanciers ont tous une bonne raison de partir. Et même la pluie, survenue en début d'après-midi, ne les décourage pas vraiment. Cette partie de Paris ce matin, vous avez mis combien de temps? Là, j'ai fait 1 heure. En 1 heure, vous êtes parti il y a 1 heure? Ouais. Ah oui, ça a été vite alors? Vite. Non, ça va, ça bouge bien. Un peu plus loin, juilletistes et haussiens font une pause entre 2 gouttes. Les uns parlent des 10 km de bouchons à Lyon, les autres de leurs vacances bien méritées. Chassé-croisé. Nous sommes en location à partir de demain, donc nous avons pris une journée d'avance et je pense que c'est très bien parce que demain c'est noir. Vous revenez d'où? De Corse. Donc là, on est un petit peu fatigué, on aimerait bien rentrer. Voilà. C'est pas trop dur le retour? Jusqu'à l'heure, là, ça roule bien. Donc, pas bon. Ce qu'on fait aussi, c'est un peu Paris, quoi. La route est encore longue, mais certains prennent leur temps au bar. Est-ce bien sérieux de boire une bière avant de prendre le volant? Alors 0,25, pour avoir 0,25, il faudrait en boire de bière. Mais ici, pas de boissons alcoolisées, tant mieux finalement. Il faudra aux automobilistes toute leur attention pour affronter les bouchons de cette nuit. Et comme à chaque week-end de forte affluence, la sécurité routière en profite pour rappeler quelques messages de prudence. Pour éviter les accidents dans les embouteillages, il faut respecter les distances de sécurité. Reportage au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10, François Privat et Alain Darigrand. L'A10 au nord de Bordeaux. Message à l'appui, une voiture d'interception rapide de la gendarmerie traque le non-respect des distances de sécurité. Manifestement, le deuxième poids lourd est à une distance insuffisamment grande par rapport au véhicule qui le précède. La distance minimum est de normalement 50 mètres. Là, il y avait à peine 10 mètres entre les 2 camions. Aussitôt, le chauffeur pris en faute est intercepté. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Un jour de grand départ, ce professionnel de la route reconnaît quelques difficultés à s'adapter au flot de circulation. C'est plus compliqué parce qu'il y a des ralentissements, il faut faire attention, quoi. Voilà. Et là, vous êtes fait avoir Ouais, parce que je suis vraiment un peu trop près, quoi. Autre comportement générateur d'accident, le changement intempestif de fil sans déclencher son clignotant. Ça entraîne une amende à 135 € qui est minorable à 90 € si la personne s'en acquitte de suite ou dans les 7 jours. Et c'est également susceptible d'un retrait de points sur son permis de conduire et en l'occurrence, dans le cas, 3 points. Des pneus sous ou surgonflés peuvent éclater. Et pour la remorque de ce véhicule, les gendarmes constatent 200 kg de surcharge. Ça peut représenter des problèmes au niveau de l'adhérence. Plus le véhicule est lourd, plus la distance de freinage est longue, et ainsi que les pneus peuvent exploser à tout moment. Petit conseil aux automobilistes qui vont prendre la route dans les prochaines heures. Lorsqu'on a une journée de travail derrière soi, on va être fatigué. La nuit, après minuit et sur la deuxième partie de la nuit, on va absolument pas être dans les meilleures conditions pour conduire. Vitesse excessive, ceinture oubliée ou portable au volant, ex et futurs vacanciers sont très surveillés. Et pour arriver à l'heure prévue, beaucoup choisissent le train, mais avant de s'installer dans la fraîcheur d'un wagon climatisé, il faut affronter la cohue de la gare, ce qui n'est pas toujours une sinécure, comme le montre ce reportage Gare de Lyon à Paris de Séverine Lebrun et Bernard Connor. Il faut de la ténacité, beaucoup de patience et une forte résistance à la chaleur. Pourtant, l'épreuve de la gare bondée attire de plus en plus de familles soucieuses de voyager en toute tranquillité.
pas de stress, pas de chaleur, pas d'embouteillage. Moi, j'ai pas envie de conduire voilà, pendant 6 heures toute seule parce que j'ai pas de relais. Là, pour le moment, ils peuvent pas me... Donc, c'est plus facile pour moi de prendre le train. Je pars de Paris, j'arrive à Marseille Centre et c'est beaucoup plus simple. Mais quand il y a un billet à composter pour chaque membre de la famille, ça peut revenir cher. 60 € en moyenne pour un Paris-Marseille. Alors entre le train et la voiture, il faut faire son petit calcul. Et en fait là, étant donné qu'on a un enfant, on a droit à un tarif préférentiel, mais enfin c'est quand même pas donné, quoi. À 4, c'est pas mal. L'essence est très cher et on a fait le calcul en fait en niveau fatigue, confort, et puis avec la carte enfant plus, ça revenait guère plus cher. Le meilleur moyen de voyager moins cher, c'est encore d'anticiper. D'une façon générale, il faut s'y prendre à l'avance si on veut avoir accès par exemple à des promotions ou des choses comme ça. Éventuellement le faire depuis Internet chez soi, ce qui permet d'avoir parfois des promotions qui sont extrêmement intéressantes. En tout cas c'est sûr, il y en a qui vont bien en profiter. J'ai plein de jeux, alors je peux m'occuper. C'est mieux que la voiture ? Oui, parce que ça va plus vite. Ce week-end, 1,5 million de Français prendront le train pour partir en vacances ou en revenir. Et en matière de prévision de circulation, notre ami Bison Futé, qui a dépassé les 30 ans de bons et loyaux services, est parfois atteint de myopie. Ses prévisions sont aléatoires. Il est vrai que l'homo automobilicus est de plus en plus imprévisible et qu'il sort de nuit comme de jour. Reportage de Mallory Aounou et Valérie Labonne. C'était il y a un an, un dimanche 31 juillet, classé rouge par Bison Futé, et pourtant ça roule correctement. Les optimistes pourront toujours affirmer que les conseils de circulation ont été entendus. Ce 20 juillet 2002, en revanche, plus difficile de justifier le raté. Prévu rouge-orangé, le week-end se révèle noir. Madame, monsieur, bonsoir. Beaucoup plus de monde que prévu sur les routes de France aujourd'hui. Notre Indien national manquerait-il de flair? Il faut dire qu'à sa création il y a 30 ans, les choses étaient plus simples. Il se concentrait sur le chassé-croisé des visages pâles au départ et des peaux rouges, juilletistes sur le retour. Aujourd'hui, pour les spécialistes, les Français sont bien plus imprévisibles. Les déplacements sont un peu multipliés. L'effet de la RTT permet d'agrandir certains week-ends, même en dehors des ponts. Donc on a tous ces phénomènes effectivement qui sont à prendre en compte. Et puis on a une réactivité aussi beaucoup plus importante sans doute de l'usager aux conditions météorologiques, aux possibilités qui peuvent être offertes aussi par les organismes de loisirs, de vacances, l'hôtellerie. Cette année, par exemple, les fortes chaleurs ont poussé les Français à prendre la route plus tard, voire à conduire la nuit. Il faut donc s'adapter. Bison Futé intègre désormais ses comportements dans les projections de trafic et s'ajuste en temps réel grâce aux nouvelles technologies. En province, le trafic se densifie dans le sens des départs. Serveur vocal, site internet, terminaux GPS, autant de relais d'informations. En 2005, Bison Futé a estimé que 89% de ses prévisions étaient exactes. Pour demain, n'espérez pas échapper à la journée noire. Le samedi du chassé-croisé est historiquement le plus encombré. Et nous retrouvons Julia Delage en direct. Bonjour, bonsoir Julia. Vous êtes sur l'aire de Nemours à 110 km de Paris. Alors comment ça se présente ? Bonsoir. Eh bien, ce week-end commence plutôt bien sur les routes de France. Quelques ralentissements tout de même sur l'A6 autour de Lyon et de Valence où il y aurait encore une dizaine de kilomètres de bouchons. Sur la 10, ce sont des accidents qui ont ralenti le trafic mais sans générer de gros embouteillages. Néanmoins, cette nuit, dès 2 h du matin et surtout la journée de demain s'annonce encore très difficile. Sur ce point, le conseil de Bison Futé est très simple pour demain. Évitez de circuler ce jour. Merci pour ces conseils, Julia. Et puis pour ceux qui partent en vacances, un rappel de prudence. Cette année, en 1 mois et demi, près de 200 personnes sont mortes noyées en France, pour un total de 573 accidents. En prudence, donc, l'essentiel de ces noyades ont eu lieu en mer et concernent les plus de 45 ans. Florence Bouquilla, Julien Beaumont et Nathalie Gallet. Une scène dramatique qui se produit trop souvent sur les côtes françaises. Victime d'un malaise en pleine baignade, cet estivant nageait à quelques dizaines de mètres de la plage. 40 minutes durant, les secours tentent de le réanimer, en vain. Pour les sauveteurs, la prévention de ces accidents serait pourtant simple. Les gens qui ont fait un gros repas ou qui ont bu un petit peu plus que d'habitude doivent faire attention, passer 2-3 heures à se reposer avant d'aller à l'eau et souvent se mouiller avant d'aller à l'eau. Souvent, ce que ne font pas les gens, ils partent en courant et ils plongent d'un coup, ce qui fait que ça produit un choc thermique. Les chiffres de l'Institut de veille sanitaire sont alarmants. En 56 jours, du 1er juin au 26 juillet,
573 personnes ont été victimes de noyades accidentelles, dont 34% mortelles. 51% de ces noyades ont lieu en mer. 59% de ces accidents touchent les baigneurs de 45 ans et plus. Ils surestiment leurs conditions physiques ou pensent connaître trop bien la mer pour qu'elle leur joue de sales tours. Enfin, un enfant de moins de 13 ans est victime tous les 2 jours de noyades accidentelles, heureusement pas forcément mortelles. La plupart du temps, ces accidents sont dus à un défaut de surveillance des adultes. Au Liban, les bombardements s'intensifient. L'aviation israélienne a multiplié ses raids, tuant 14 personnes aujourd'hui. Un obus est même tombé près d'un convoi humanitaire qui évacuait des civils du sud Liban. Une de nos équipes était sur place. Voyez leur reportage, Loïc Delamornay et Olivier Robert. Plus que quelques kilomètres avant la ligne de front. Ce matin, un habitant de Tyr a réuni une trentaine de voitures. Objectif, aller récupérer les gens de son village de Yaroun, situé au cœur des combats. Avec d'autres journalistes, nous nous joignons au convoi après avoir donné notre position aux forces israéliennes qui bombardent la zone. Cachés dans la verdure, les combattants du Hezbollah tirent de ces bananeraies. Sur la route, un lance-roquette, drapeau du Hezbollah au vent, pointé vers Israël et prêt à l'emploi. Piégés dans cette région, les habitants nous interpellent. Vous allez où? Emmenez-nous! En bas, à 200 mètres, cette route blanche marque la frontière israélienne. Tout contre, côté libanais, voici le village de Rmeish. Tout le secteur est pilonné. Notre arrivée suscite beaucoup d'espoir. On essaie de partir, mais ici, pas de base pour nous, le transport. Mreish est un village chrétien, à peu près épargné. Des milliers de musulmans chiites des villages alentours s'y sont réfugiés. On vient d'Aïtachab, on est là depuis 14 jours, on a laissé les vieux derrière. Certains morts sont encore sous les décombres, on n'a pu ramener que 7 corps ici. Cette femme raconte que sa belle-mère était malade. Ils ont appelé la Croix-Rouge, mais l'ambulance n'a pas pris le risque de venir ici. Sa belle-mère est morte hier. C'est un prêtre chrétien qui a rendu la prière sur son corps, car il n'y a plus d'imam. Certains chauffeurs de taxi se sont introduits dans le convoi. Ils demandent 400 $ par personne pour sortir les habitants de la zone. C'est normal de demander autant à des réfugiés en temps de guerre? Écoutez, moi j'ai risqué ma vie pour venir. Certains demandent jusqu'à 1000 $. L'organisateur du convoi est pris à partie. Il a du mal à expliquer qu'il veut ramener les gens de son village, pas ceux d'ici. Mais tous ces plans s'écroulent. La route vers Yaroun est devenue trop dangereuse. Il faut faire demi-tour. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le convoi repart, embarquant les réfugiés de Rmeish. Pour nous, comme pour les réfugiés, la route s'arrête ici. Les bombardements ont repris un peu plus loin. 70% des habitants de la région ont déjà fui. Ceux qui restent ici sont les plus pauvres, incapables de s'offrir leur exfiltration. Ils vont désormais devoir souffrir du manque de nourriture et d'eau. La France, de son côté, organise aujourd'hui la plus grande opération d'évacuation dans le port de Beyrouth. Près de 2000 personnes devraient être rapatriées par 4 navires de guerre. Elles devraient arriver à Larnaca, à Chypre, demain matin. La France a déjà évacué 8500 personnes, dont 6700 Français. Et puis au 17e jour de ce conflit, ce sont les civils qui sont les principales victimes de ces bombardements. Le nombre de morts s'élève à 459 au Liban et à 51 en Israël. Et aujourd'hui, près de 800 000 personnes ont fui le sud Liban. Les Nations Unies ont même décidé d'évacuer certaines positions de leurs observateurs de la FINUL, 4 d'entre eux ayant été tués mardi par des bombardements israéliens. Une escalade qui préoccupe gravement la communauté internationale. Seuls les États-Unis s'opposent à un cessez-le-feu immédiat. George Bush se déclare plutôt partisan d'une force multinationale pour acheminer l'aide humanitaire. Ce matin, Jacques Chirac a réuni les ministres concernés et réclamé une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourrait se réunir lundi à New York. Et puis sur le front militaire, le Hezbollah résiste et intensifie ses tirs sur Israël. Pour la première fois, des roquettes à plus longue portée ont été tirées. Et tandis que toute cette zone s'enfonce dans la guerre en Israël, les populations s'enferment dans les abris. Charles Anderlin et Mossi Armand. À Naria, ce matin, l'alerte a été levée pendant quelques heures et la municipalité en a profité pour distribuer de la nourriture aux habitants qui ne sont pas partis s'installer hors de portée du Hezbollah. À l'entrée de l'abri, pour améliorer l'ordinaire, Tammy a cuisiné un couscous avec les moyens du bord. Pour les enfants, c'est un vrai plaisir, un repas à l'air libre. Mais cela ne dure pas longtemps. Les haut-parleurs demandent à tous de retourner dans les abris.
Des explosions ont retenti. Une roquette est tombée à 200 mètres de la maison. Par chance, il n'y a pas de blessés. Et les locataires de l'immeuble reprennent leur longue attente dans l'abri. La nuit, 25 personnes dorment ici. C'est frustrant de rester ici 24 heures sur 24, sans douche, sans la cuisine familiale. On se querelle entre nous juste pour passer le temps. Faute de moyens, ces familles ne peuvent pas partir se réfugier dans le centre du pays. Nous, on vit sur un seul salaire. On n'a pas beaucoup d'argent et on survit grâce à la solidarité. C'est avec une nouvelle source d'angoisse que dans cette région, des centaines de milliers d'Israéliens vont passer leur 18e nuit dans les abris. C'est en effet l'escalade. Pour la première fois, le Hezbollah a tiré un missile porteur de 100 kilos d'explosifs sur une ville israélienne. Par chance, il n'y a pas eu de victimes. En France, un SDF de 46 ans qui aurait violé 17 femmes à Paris a été confondu par son empreinte ADN. Il a été arrêté mardi, gare de Lyon. Explication, Jérôme Soulard et Samuel Humez. Mohamed Ouichi, 45 ans, un violeur en série présumé qui aurait fait au moins 17 victimes ces 12 dernières années. Un SDF de la capitale interpellé ce mardi par les enquêteurs de la police judiciaire. Son mode opératoire toujours le même. Dans le quartier de République, il rentrait par effraction dans les domiciles de ses victimes, des femmes de 17 à 74 ans. Il attendait leur retour et les violait avec une extrême violence. Les enquêteurs avaient retrouvé des preuves de sa présence sur les lieux, des cheveux ou du sperme, mais on ne connaissait pas son identité. C'est en février dernier que tout bascule. Arrêté pour un cambriolage et mis en garde à vue, il subit un prélèvement de salive. Son empreinte génétique va le confondre. Désormais, tous les commissariats, lorsqu'ils ont quelqu'un qui est placé en garde à vue, vont pouvoir faire une extraction d'ADN et vont donc recueillir de la salive qui sera ensuite analysée au fin d'être envoyée au fichier des empreintes génétiques. Le problème dans cette affaire de viol, c'est le délai de traitement des échantillons. Prélevé en février, la salive du suspect n'a été traitée que la semaine dernière. Entre-temps, 2 autres femmes ont été violées. Le fichier national des empreintes génétiques est en pleine construction. Il contient 250 000 profils de personnes mises en cause, mais des milliers d'échantillons sont encore en attente de traitement. Le code ADN, une arme fiable à 99% qui devrait permettre rapidement de résoudre des dizaines d'affaires de meurtre ou de viol, aujourd'hui encore non élucidées. À Bobigny, ce soir, près de 800 personnes ont défilé dans une marche silencieuse à la mémoire de Yamin Djeroud, ce jeune homme de 19 ans frappé à mort et abandonné dans une cave. Il semble qu'il ait été victime d'un règlement de compte après un différend à propos d'une jeune fille. Elle a été mise en examen alors qu'un autre jeune homme soupçonné d'être l'un des auteurs a été écroué. Un troisième jeune est activement recherché par les services de police. L'Américain Floyd Landis se défend de s'être dopé en dépit des analyses révélant un taux de testostérone anormalement élevé. C'est après sa remontée spectaculaire lors de l'étape de Morzine que ce contrôle a été fait. Floyd Landis affirme, lui, qu'il n'a rien pris d'illicite, mais il admet s'être saoulé la veille à la bière et au whisky. Une cuite en guise de préparation à une étape de montagne. C'est en tout cas une première dans l'histoire du Tour de France. Stéphane Bretner, Dorothée Cochard et Michael Carrier. Depuis 2 jours, Floyd Landis ne s'était confié qu'aux médias américains et encore par téléphone. Tout à l'heure, c'est devant les journalistes du monde entier qu'il a tenté de justifier une fois de plus son contrôle positif à la testostérone. Depuis que je fais du cyclisme, mes taux de testostérone et d'épitestostérone ont toujours été très élevés. Je voudrais donc être très clair, à aucun moment je ne me suis dopé. Mais alors, comment expliquer son contrôle positif ? 24 heures avant, Floyd Landis est un coureur à l'agonie dans les pentes de Jouplane. Le lendemain, c'est un vainqueur implacable à Morzine. Panache, disaient les sportifs, sans doute dopage, répondent les médecins. Le premier contrôle du laboratoire spécialisé de Châtenay-Malabry est formel. Son taux de testostérone est anormalement élevé et l'hormone n'est pas naturelle. Elle a donc été administrée aux coureurs américains. Floyd Landis a donné les explications les plus diverses. Aux uns, il a raconté qu'il avait abusé d'alcool la veille du contrôle et que cela aurait pu augmenter son taux. Aux autres, il a surtout parlé d'un traitement hormonal pour soigner sa thyroïde. Il faut savoir que la testostérone est relativement peu utilisée comme médicament, excepté dans les problèmes sexuels chez le jeune enfant ou éventuellement chez des grands brûlés ou des sidéens ou des vieillards dénutris.
Alors, s'il s'agit bien de dopage avec ce produit, il aurait nécessairement été prévu à l'avance. C'est une substance qui demande un certain temps pour manifester ses effets sur le plan musculaire, sur le plan du métabolisme, donc je dirais à l'échelle de plusieurs jours, voire semaines. En tout état de cause, si Floyd Landis se soignait à base de testostérone, il aurait dû le déclarer à la direction du Tour de France. Il ne l'a apparemment pas fait. Landis a bouclé le Tour de France à une vitesse moyenne de 48,8 km/h, ce qui en fait un des champions les plus rapides de l'histoire. Des performances qui jettent évidemment le doute sur la capacité à s'imposer sans tricher. Nathanaël de Rinxin avec Stéphanie Labrousse. Du côté de Morzine, la route de Jouplane a gardé des souvenirs du Tour. Quelques couleurs, il reste même des spectateurs. Il y a 8 jours, Floyd Landis passait ici en vainqueur et en vitesse. C'est impressionnant parce que quand on voit la vitesse où il monte, il passe là, on les voit à peine. Pendant 3 semaines, Landis s'est dépensé sans compter. 3657 km sur les routes de France, à la vitesse moyenne de 40 km/h 800. C'est pas le record de l'épreuve, mais le Tour de Landis est l'un des plus rapides de l'histoire. Toujours plus fort, toujours plus vite, dans l'Alpe d'Huez. 21 virages, 11 km de côte avec une pente à 8,5%. Et Landis qui termine au sprint, une drôle de perf. Il a poussé pendant 8 minutes entre le lacet 5 et le lacet 1 des puissances qui étaient supérieures à celles de Lance Armstrong lors de ses grandes victoires et qui étaient supérieures à des puissances où on sait très bien qu'elles étaient développées pendant les années EPO. Landis a dévoré l'Alpe d'Huez en 38 minutes et 36 secondes, presque aussi bien qu'Armstrong. Mais encore loin de Pantani, la référence sur cette distance. 2 drôles d'exploits qui laissent sceptiques. Ça devient, je crois, assez inquiétant pour le cyclisme mondial de laisser à penser qu'il y a encore cette volonté en permanence de passer plus de temps à essayer de tricher qu'à essayer de se préparer. Voilà. Et c'est mon sentiment. Aujourd'hui, Landis n'est qu'un tricheur présumé, mais son maillot jaune n'a jamais semblé aussi pâle. Chez Hewlett-Packard à Grenoble, le plan social qui avait provoqué une vive controverse en septembre 2005 suscite un engouement inattendu. Il y a plus de candidats au départ volontaire que prévu, tant les conditions mises en place par le constructeur informatique sont alléchantes. Reportage Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. C'est son dernier jour de travail chez Hewlett-Packard. Après 7 années de collaboration sur le site de Grenoble, cet ingénieur a décidé de reprendre une entreprise. L'opportunité est trop belle et je ne voulais pas la rater. J'ai 46 ans, il me reste une vingtaine d'années à travailler. Pour moi, c'est une nouvelle carrière qui se profile devant moi. Et donc je n'ai pas hésité une seconde quand j'ai appris les conditions de départ de la société HP. Hélène Vaget, elle aussi, a décidé de sauter le pas pour réaliser un projet qui lui tenait à cœur, devenir infirmière. Pour 7 années d'ancienneté, elle perçoit une indemnité de 70 000 €, soit 2 années de salaire. L'idée a fait son chemin, j'avais vraiment envie de partir et d'envisager la suite avec cette prime de départ, c'est sûr que ça permet de voir l'avenir vraiment sereinement. Près de 1000 volontaires pour le départ, 137 de plus que ce que prévoyait le plan social. Et pourtant, à l'annonce des suppressions d'emplois il y a 8 mois, les salariés avaient manifesté. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent partir. On se demande s'il y aura un autre plan social qui viendra par la suite. On ne sait pas quelles seront les conditions. Est-ce que ce sera du volontariat? Est-ce que les conditions de volontariat, si c'en est, seront aussi intéressantes que cette fois-ci? Les conditions de départ sont en effet avantageuses, avec une indemnité en moyenne de 3 années de salaire, des aides à la formation et à la création d'entreprises. Le paradoxe est qu'avec cet excédent de départ, Hewlett-Packard a décidé d'embaucher 80 personnes d'ici 2007. A signaler parmi les hausses prévues au 1er août la rémunération du livret A qui passe de 2,25 à 2,75%. Le livret d'épargne populaire passera à 3,75, mais le plan d'épargne logement reste inchangé. Les cliniques privées dont les chirurgiens obstétriciens et anesthésistes sont en grève depuis lundi ont dû sérieusement réduire leurs activités. Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a reçu les praticiens grévistes, même s'il a rappelé qu'ils ne pouvaient jouer qu'un rôle de médiateur avec les assureurs. Les primes ont en effet encore augmenté de 20% cette année pour faire face à la recrudescence de recours juridiques intentés par les patients. Le Conseil constitutionnel a invalidé un article du projet de loi sur les droits d'auteur sur Internet, défendu par Renaud Dondieu de Vabre, et qui avait valu quelques débats houleux à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel maintient les pénalités pour téléchargement illicite, pénalités qui peuvent aller jusqu'à la prison. Explication Bruno Timsit et Alain Locachio.
Le ministre de la Culture voulait un texte qui respecterait les droits d'auteur et allégerait les peines encourues par les internautes. Le projet de loi a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pour les 8 millions de Français qui téléchargent illégalement sur Internet, c'est un retour à la case départ. Oubliez les 38 € d'amende prévus par le projet de loi pour un téléchargement. Oubliez les 150 € d'amende pour la mise à disposition de fichiers. Désormais, jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Pour tous les pirates du net, ce seront donc les peines prévues pour de la contrefaçon qui s'appliqueront. Des peines théoriques, jusqu'à présent les internautes condamnés par les tribunaux n'ont écopé que de quelques milliers d'euros d'amende. Pour que ceux qui téléchargent pour leur usage personnel ne soient pas trop lourdement sanctionnés, le gouvernement doit adresser une circulaire au parquet leur demandant une application des peines proportionnée. À Sanary-sur-Mer, les forains qui se sont installés nuitamment dans le centre-ville en dépit de l'interdiction du maire occupent le terrain et entendent bien faire tourner les manèges. La mairie, qui ne veut plus accueillir la fête foraine, a pris un nouvel arrêté interdisant au public de s'y rendre. L'affaire s'annonce donc difficile. Yannick Aroussi et Michel Comin. Derniers essais avant l'ouverture. Dès 21 h, le public pourra profiter de la vue imprenable depuis la Grande Roue, ainsi que de la soixantaine de manèges présents sur l'esplanade de Sanary. Et on va accueillir le public par une ouverture qui sera gratuite de 21 h à 22 h. C'est excellent, c'est ce qu'il faut faire. Les forains décidés à ouvrir coûte que coûte. L'électricité a été coupée, mais les groupes électrogènes sont là. Sous protection policière, le maire de Sanary est également déterminé. Il a interdit l'accès de la fête au public. Il faut que j'assure d'une part la sécurité des usagers qui seraient susceptibles de rentrer sur cette fête foraine. Donc il est important que cet arrêté soit pris et qu'ensuite éventuellement les services de l'État le fassent respecter, bien sûr. Vous avez fait tous les efforts, vous êtes tous en 5 files. Cet après-midi, les forains ont fait contrôler leurs installations par un expert en sécurité d'une entreprise privée. Et déjà, le public se réjouit de l'ouverture. C'est normal pour moi, je connais ça depuis plus de 30 ans, je viendrai quand même, pour les enfants. Hier matin, vers 4 h, les forains sont passés en force pour s'installer. Un arrêté municipal leur interdit l'accès au parking où se tient la fête depuis 1936. On est en pleine saison, la saison est très grave. Si on loupe 2 fois à Sanary, ça peut être un manque à gagner pour le mois, pour beaucoup d'entre nous, de 40%. Une demi-compagnie de CRS est toujours présente à Sanary. Elle aura pour mission ce soir d'inciter le public à lire l'arrêté municipal interdisant l'accès à la fête foraine. Beaucoup plus calme au Pays Basque, dans la région de la Soule, les gorges de Caqueta. Il y fait bon, il y fait frais, il y fait vert. Canyoning et randonnée sont accessibles à tous. Reportage Nathalie Gallet et Julien Beaumont. La nature nous joue parfois de drôles de tours. Ici, une balade version canyoning. Plante luxuriante, eau à 4 degrés, cette bande de copains ne recherche pas que le côté sportif. Ça permet de voir le pays autrement un peu, quoi. On a presque l'impression de le voir de l'intérieur. On a l'impression d'y être parce qu'on l'avait déjà vu en photo, on savait que ça existe dans le Pays Basque, c'est pour ça qu'on est venu ici, mais c'est vrai qu'après quand même ça vaut le coup d'être vécu en vrai parce que c'est vraiment formidable. Là donc on arrive à un saut qui fait à peu près 2,50 m de haut, et comme je vous disais tout à l'heure, faites attention parce Franck encadre des groupes depuis 10 ans. Il connaît parfaitement le terrain et sait ce qui fait plaisir. C'est moyen de voir la nature différemment et surtout de la faire voir différemment aux gens, de leur faire prendre conscience que qu'on a un pays qui est quand même, une nature qui est quand même exceptionnelle ici. À quelques kilomètres de là, même végétation, même décor. Mais cette fois-ci, version randonnée. Les gorges de Caqueta, profondes de presque 300 mètres, du coup, peu d'ensoleillement, une forte humidité, le lichen et la mousse apprécient. Résultat, plus de 40 espèces végétales rares, l'un des sites les plus riches d'Europe. C'est super sympa, c'est très ombragé, ça peut se faire par tous les temps, c'est pas trop physique, c'est très bien. Cadre exceptionnel, rafraîchissement à volonté, un peu glissant, c'est vrai, mais ce que l'on retiendra sera sans doute cette image d'un petit coin de paradis. Plus au nord, en Bretagne, Douarnenez accueille jusqu'à lundi 800 vieux gréements pour les 20 ans de sa fête nautique. Les visiteurs peuvent monter sur les bateaux et même faire un petit tour sur l'eau, comme ont pu le faire et le constater Jean-François Siré et Gabriel Camilla. Majestueux, ce 3-mâts anglais, 46 mètres de long, trace son chemin à travers les dizaines de voiliers qui ont jeté l'ancre dans le port de Douarnenez. Ce week-end, la petite cité bretonne fête la mer.
800 bateaux du plus petit au plus grand, du plus rudimentaire au plus perfectionné. Sur la jetée, les cœurs chavirent pour ces navires, enfin toute voile dehors. Il y a beaucoup de poésie aussi, même pour quelqu'un qui n'est pas marin. Il y a la beauté des couleurs, les voiles qui penchent dans des directions différentes. Pour l'instant, bon, évidemment, les gros sont sympas, mais bon, il y a des petits canots, des petites choses très, très jolies aussi. Il y a donc ceux qui restent à quai, et puis il y a les autres, comme la famille Maréchal, qui embarquent à bord de bateaux parfois centenaires, ici, un Homardier. Dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça, non. Non plus. Comme ça. Madame Maréchal apprend à faire des nœuds, pas facile. Le fiston, lui, s'est découvert une vocation de capitaine de corvette. C'est beau quoi, les vieux gréements comme ça, c'est impressionnant quoi, les vieux bateaux. C'est plus joli que les modernes quoi. C'est vraiment une fête qui est très très conviviale et je pense que ça se sent sur les quais. C'est une fête de marins avant tout. Et à chaque fête de marins, ces chants de marins. Et ces bateaux stars, les goélettes, le Pendwick du skipper français Éric Tabarly ou ce qu'autre corsaire du 19e siècle. Les marins bretons aiment faire revivre les navires de légende. Cet après-midi, la réplique d'une ancienne chaloupe bretonne a été mise à l'eau pour la première fois. La fête à Douarnenez a été lancée, sous les applaudissements. Et c'était hier la soirée de clôture du Festival d'Avignon, une 60e édition plus consensuelle que celle de l'an dernier. Il est vrai que l'hommage à Jean Vilar, fondateur du festival, ne pouvait que réconcilier tous les défenseurs du théâtre vivant. Reportage Isabelle Bechler et Bruno Vignet. 60 ans après les débuts du festival, tout Avignon bruit de théâtre. In ou off, partout, l'héritage de Jean Vilar a infusé la ville. Peu après la guerre, c'est lui qui avait tenté de faire du théâtre un divertissement, un éblouissement populaire. Le faire sortir, en tout cas, du ghetto bourgeois. Vilar est le personnage central du spectacle d'Olivier Py. C'est à Avignon qu'il nous fut donné de vérifier que le seul véritable avenir du théâtre était dans un théâtre populaire. Il nous faut remettre et réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. À la maison Jean Vilar, une exposition s'attache à sa relation avec les publics. On y retrouve les témoins des premiers jours. Et il s'adressait aux comédiens en leur disant, s'il n'y a qu'un seul ouvrier au fond de la salle, donc de la cour, il faut penser que vous adressez à lui. Le succès fut tel en Avignon qu'à Paris, on lui offrit Chaillot, le TNP, dès 1951. Maintenant, il faudra vous habituer à être détesté. Jean Vilar, l'acteur, le metteur en scène enthousiaste et infatigable, doutait aussi. Mais du théâtre pour les ouvriers. Mais moi, je ne les connais pas, les ouvriers. Son engagement artistique fut soutenu par Malraux, son engagement social fut critiqué à gauche, par Sartre, par les révoltés de 68. Olivier Py a trouvé des textes inédits, archivés par Vilar lui-même. Je dois tout au Festival d'Avignon, je suis vraiment un enfant d'Avignon. Vilar est un personnage méconnu parce que trop connu. Le lieu même lui a soufflé à l'oreille une certaine idée du théâtre populaire, une certaine idée d'un lien entre le théâtre et la nation. Le théâtre populaire pour donner de l'émotion à tout un chacun, tant que les hommes se grimeront pour monter sur une scène. Autre genre de mythe populaire, les Rolling Stones. C'est dans 1 heure au Stade de France, un concert en partenariat avec France 2. 80 000 spectateurs impatients de retrouver leur groupe mythique. Et parmi eux, Vincent Fourcade et Jean-Louis Melin. Dur métier parfois. Un dernier contrôle et dans moins d'1 heure, les fans ont rendez-vous avec l'autoproclamé plus grand groupe de rock du monde. Vendredi 28 juillet 2006, les Rolling Stones, ça fait plaisir. Après 8 ans d'absence, les Stones sont de retour au Stade de France. Face à eux, 80 000 personnes venues écouter les tubes qui ont bâti leur légende. Brown Sugar, Honky Tonk Woman, Jumping Jack Flash. 31e tournée mondiale des Rolling Stones et déjà 4,5 millions de spectateurs au compteur.
Depuis 40 ans, ils remplissent les stades et maintenant, c'est en famille que l'on vient célébrer les rois du rock'n'roll. Ma chanson préférée, c'est Painted Black. Je suis le fils, ma chanson préférée, c'est Satisfaction. Mamoun, chanson préférée, Sympathie, Faute des villes, voilà. Mais les papis du rock, 249 ans à E4, sont également des rois du marketing. Pas un groupe au monde ne gagne autant d'argent qu'eux. Ils sont d'ailleurs parmi les plus chers, de 80 à 150 € la place de concert ce soir. Normal. Normal. Groupe mythique, normal. On paye le prix. Le souple qu'on les engraisse un peu aussi. Mais bon, allez, on va se dire comme ça que c'est une fois, 2 fois on l'a dans notre vie. Pour ce prix-là, et malgré la soixantaine passée, les Rolling Stones assurent toujours le spectacle. Le démon du rock'n'roll est toujours en eux. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Valérie Alexandre, suivi de l'indispensable point route de Julien Pascal. Excellente soirée sur France 2. Je vous retrouve demain à 13h. Bonsoir.